De retour à Question d'actualité au sein de cet épisode consacré aux 30 ans du référendum de 1995, le documentaire Jacques Parizeau et son pays imaginé, retraçant la carrière de Jacques Parizeau dans l'optique de l'indépendance du Québec durant le référendum de 1995, a fait parler de lui et a suscité et suscite toujours des émotions fortes au sein du public. On prend donc l'occasion de ces 30 ans du référendum pour en discuter avec le co-réalisateur de ce documentaire, soit le cinéaste Jean-Pierre Roy. L'autre co-réalisateur étant André Néron, mentionnons-le. Monsieur Jean-Pierre Roy, bonjour et bienvenue à Question d'actualité. Bonjour Philippe. Avant de parler du film, là, bon, vous avez, comme tout cinéaste, réalisateur, vous avez dû faire énormément de recherches. Donc, vous avez baigné dans la question référendaire de 95. Et vous êtes, comment dire, une des personnes qui l'a vécu en tant qu'adulte. Il y a beaucoup de gens qui l'ont soit vécu comme enfant ou l'ont pas vécu du tout aujourd'hui. Quelles sont les émotions et quelles sont les pensées qui sont suscitées par ce 30e, les 30 ans, j'allais dire anniversaire, c'est pas vraiment un anniversaire, c'est plus une commémoration rendue là. Est-ce que ça suscite quelque chose de spécifique en vous? Oui, ça suscite l'impression qu'on a été volé. En fait, quand on revient dans l'histoire, quand on découvre les manigances du camp du non, quand on découvre qu'on a réussi rapidement à accepter et intégrer de nouveaux immigrants en leur offrant des passeports canadiens d'une façon expéditive avant le référendum, quand on repense aux dépenses électorales du camp du non, et à la conférence de presse qu'il y a eu quelques jours avant le référendum, conférence de presse conjointe entre les communautés grecques, italiennes et juives, appelant leurs membres à voter non. Quand on revoit tout ça, on se dit qu'on aurait dû gagner, on aurait dû avoir un pays, et là on serait beaucoup plus avancé maintenant que l'État provincial dans lequel on est emprisonné. Donc ce sont les émotions qui montent à la surface cette semaine. Une frustration. Frustration, oui, frustration parce que le camp du non n'a pas joué dans les règles du jeu, n'a pas respecté les règles du jeu. Fallait s'y attendre, par contre. Pardon? Fallait s'y attendre que le non n'allait pas respecter les règles. Oui, mais dans une démocratie, on aurait pu penser que le Canada anglais, le gouvernement fédéral aurait pu dire d'accord, voici, faites votre référendum et lorsqu'il y aura les résultats, on commencera les négociations, on commencera les pourparlers pour l'avenir du Canada, l'avenir du Québec. C'était un peu naïf, mais c'est comme ça qu'on le voyait à l'époque. Puis aujourd'hui, on se rend compte qu'on est prisonnier d'un système qui ne veut pas nous laisser partir. Et c'est sûr que le système fédéral va tout faire pour maintenir l'unité canadienne coûte que coûte. Mais on a besoin d'avoir des règles du jeu claires pour pouvoir prétendre qu'on est toujours en démocratie et que le Canada est un pays moderne, progressiste et ouvert à sa population et à ses minorités qui veulent s'affranchir. Je pense que on devrait avoir ce genre de pays. Mais là, c'est pas tout à fait ça qu'on a parce qu'on est sous tutelle depuis très longtemps et on n'arrive pas à en sortir. On est dans des guéguerres à l'interne à savoir si on doit faire un nouveau référendum ou non. Est-ce qu'il sera perdant ou gagnant? Est-ce qu'on peut en perdre un troisième? Comme si l'histoire était reliée avec un fil de fer là, entre 80, 95 et 2030, ce qui n'a rien à voir. La défaite de 80, c'est 80. La défaite de 95, c'est 95. Mais là, on arrive à peine à imaginer le prochain référendum qui pourrait arriver, pendant le prochain mandat. Potentiel. Oui. Potentiel mandat du Parti québécois. On n'est même pas capable de l'envisager sereinement. On est déjà pris avec le passé qui nous étrangle et qui nous étouffe. Vous mentionnez les magouilles du camp fédéraliste à l'époque. Là. Je pense au livre de Robin Philpot, Le référendum volé, et le livre conjoint de Philpot et de Normand Lester sur Option Canada. Ça vous étonne... comment dire? Est-ce que ça vous étonne qu'en fait, les révélations qui ont été faites par ces deux auteurs et d'autres, mais notamment ce que vous avez mentionné en termes de magouille, disons de manque de respect des règles électorales, n'aient pas percolé plus que ça au sein de la population? J'ai l'impression que c'est, en bon québécois, c'est passé comme dans du beurre, dans le sens où ça n'a rien changé. Ça n'a pas nécessairement suscité... Là, la commission Gomery, à l'époque, quand même, oui, avait suscité une hausse de l'appui au oui, mais c'est à peu près tout, puis c'est redescendu tout de suite après. On semble avoir accepté la chose comme si, c'est pas trop grave, là, finalement.
Ben, il y a eu enquête du juge Grenier, je crois, qui a analysé les dérapages du référendum de 95, mais on n'a même pas accès à ce rapport, qui est encore partiellement confidentiel. Donc, il n'y a pas d'éclairage véritable, honnête et intègre sur ce qui s'est passé. Alors, comment voulez-vous que les Québécois et les Québécoises puissent avoir une vision claire de ce qui s'est passé, réfléchir et se dire, voici comment on a été floué et voici comment on devrait s'y prendre la prochaine fois? On n'a pas tous les éléments en main, même au Québec, même la province de Québec est incapable de révéler les enquêtes et les rapports qu'elle a elle-même mis sur pied. Ce qui est comme, on peut blâmer le Canada anglais pour plein de choses, mais il faudrait aussi blâmer nos instances supérieures qui refusent de dévoiler les secrets, les malversations de l'époque. Votre documentaire sur Jacques Parizeau n'est pas le premier sur la question de l'indépendance du Québec, là, mais notamment de mouvements politiques indépendantistes, là, notamment la Catalogne et la Belgique. Qu'est-ce qui vous a amené à discuter, à parler de ce sujet spécifique dans vos films, dans votre art? C'est un peu une coïncidence, Philippe. On était autour de 2007. Je venais de terminer un documentaire qui s'appelle Brainwash, lavage de cerveau, un documentaire qui a été fait sur la réélection de George W. Bush. On pourrait dire mon premier documentaire laboratoire, à savoir qu'on était seulement deux. On est parti sur la route, on a fait des tournages, des entrevues avec les pro-Bush, les pro-George W. Bush de l'époque. Et c'était une forme de cinéma artisanal, indépendant, vraiment indépendant. Et à la suite de ça, j'ai eu une offre d'un cinéaste québécois qui s'appelle Roger Boire. Roger Boire avait développé un concept de documentaire qui s'appelle Question nationale. Roger avait reçu du financement en scénarisation et en recherche, mais lorsqu'il a voulu passer en mode production, on lui a dit non. Et Roger m'a dit, ben, tu viens de faire Brainwash d'une façon artisanale, spontanée, avec l'équipement que tu possèdes. On pourrait peut-être s'associer, toi et moi, pour faire Question nationale, considérant que ma recherche est dans une boîte de carton, il n'y a rien qui se passe. Allons-y, faisons-le. Donc, on est reparti sur la route. On est parti sur la route, lui et moi, pour aller en Catalogne, en Écosse et un peu le tour du Québec pour faire Question nationale. Et c'est là que j'ai vraiment eu la piqûre pour le destin identitaire et politique de différents peuples sans pays. Les Catalognes qui sont prisonniers d'une Espagne qui refuse de les laisser partir. En Écosse, la dynamique est un peu différente, mais quand même, les Écossais sont un peu comme nous, à la fois Écossais et Britanniques. Nous, on est à la fois Québécois et Canadiens. Donc, la dynamique écossaise, elle est vraiment éclairante pour le destin québécois. Et en étant souvent en Europe et en partageant ma vie entre la Belgique et le Québec, je me suis intéressé au destin flamand. Donc, le peuple flamand situé au nord de la Belgique, en porte-à-faux avec les francophones de Belgique, même s'ils sont majoritaires, les Flamands, du moins l'élite politique flamande de droite, aimerait quitter la Belgique pour faire de la Flandre un pays. Donc, tout ça est très intéressant parce que ça nous ramène beaucoup à la dichotomie Québec-Canada, puis à travers les autres prises de bec, ou les autres bras de fer identitaires et nationaux à travers le monde, on peut en apprendre beaucoup sur la question québécoise. C'est anecdotique, mais j'ai bien sûr visionné le documentaire en question sur Jacques Parizeau, mais plusieurs gens autour de moi l'avaient visionné avant moi. C'est un peu comme ça que j'y suis venu, en fait. Et les réactions, encore une fois, là, c'est limité à mes cercles, là, mais j'ai l'impression que c'est tout de même assez objectif, étaient émotives. On m'en parlait, comment dire, ça m'a vraiment touché, et il y en a qui ont versé une larme. Je veux dire, la cause indépendantiste, ou disons l'analyse rationnelle, froide, politique, n'émergeait jamais qu'on parlait ou à peu près, là. Ça venait par la suite, disons, bien après avoir parlé des émotions que le documentaire avait suscitées. Donc les gens étaient très touchés, souverainistes et moins souverainistes confondus. Est-ce que vous vous attendiez à ce genre de réaction du public? Est-ce que c'était voulu, ou finalement, vous avez simplement mis les choses une après l'autre, vous avez fait le meilleur documentaire que vous pouviez faire et vous êtes rendu compte que c'était le résultat final, c'était très émotif? C'est une très bonne question, Philippe, parce que lorsqu'on fait le tournage, lorsqu'on est en mode tournage, on n'a pas nécessairement en tête la structure du montage. La quête en tournage n'est pas la même que la quête en montage.
mais je crois que le montage révèle l'intimité qui a été créée pendant les tournages d'entrevues. Je me suis souvent retrouvé seul avec les gens qu'on a voulu interviewer, seul avec ma caméra, les micros, l'éclairage, parce que je réalise souvent mes films seul. Donc, je suis arrivé devant Jean Campeau ou Marc-André Bédard ou Claude Belland. Et parce qu'il y avait une intimité de conversation, il y avait beaucoup d'émotions dans l'échange. Les gens interviewés avaient envie de parler de M. Parizeau, de l'homme, du collègue, de l'ami. Ils avaient moins envie de parler de ses réalisations en tant que ministre des Finances ou mandarin de l'État ou, par exemple, la Caisse de dépôt ou toutes sortes de projets et d'accomplissements de M. Parizeau. C'était secondaire à la limite. Les gens voulaient parler de l'homme, de sa puissance, de son intelligence, de sa rigueur. Et ça a donné des échanges dans lesquels il y avait souvent de l'émotion. Et c'est vraiment au montage que j'ai réalisé que il fallait que je garde ces échanges et les gens avaient envie de raconter des anecdotes, raconter l'homme. Et je crois que ça a donné le ton plutôt émotif au film et un ton moins technique pour raconter l'histoire de M. Parizeau. Parce qu'on aurait pu décider d'avoir un film où on présente les réalisations de monsieur, on avance, puis voilà, il a fait ceci, il a fait cela. Non, c'était plus sur anecdotes. Ah, quand on est allé au Japon, quand on est allé à Londres avec lui, comment il était dans son bureau, comment il était avec tel autre individu, comment il était en voyage quand il faisait le tour du Québec. On nous raconte qu'il était toujours en train d'aller voir les travailleurs, les travailleurs d'usine, les chefs d'entreprise aux quatre coins du Québec. Et je pense que c'est ce qui fait que le film a une portée plus émotive parce qu'on raconte d'abord l'homme. Le documentaire présente aussi le fameux discours du 30 octobre au soir, mentionnons-le, le discours de l'argent et des votes ethniques, du moins il est connu comme tel aujourd'hui, mais vous le présentez en entier, là, c'est quoi, 10 ou 11 minutes si je me rappelle bien, et j'avais 10 ans là, lors du référendum, là, donc je me rappelle de la soirée, je me rappelle plus ou moins du discours pour être franc, et donc c'était la première fois depuis que je pouvais écouter le discours en entier, et je me suis rendu compte que personne entre 95 et 2025, du moins à mon avis, ou du moins auquel j'ai été exposé, n'avait rejoué le discours en entier, ce qui a ajouté un contexte qui, au final, me semblait atténuer ses propos dans le sens où ça me semblait beaucoup moins virulent. On ne fait que passer l'extrait de l'argent et les votes ethniques. On a l'impression que c'est beaucoup... En tout cas, j'ai eu l'impression que c'était beaucoup plus virulent que ce l'était. Donc, dans son contexte en entier, pour le dire franchement, ça me semblait moins pire. De un, pourquoi présenter le discours en entier au sein de votre documentaire? Justement pour donner aux spectateurs la saveur intégrale de comment M. Parizeau s'est présenté sur scène après la défaite. C'est vrai qu'on aurait pu garder quelques phrases clichés, quelques phrases les plus connues, puis passer à autre chose. Mais quand j'ai commencé à monter le discours, donc j'ai placé l'intégralité du discours sur la ligne de temps du montage, dans le logiciel de montage. Et là, j'ai fait play. Là, le discours avançait. Et là, je cherchais un point de coupure, je cherchais un point de rupture pour passer à autre chose. Et j'étais incapable de couper, en fait. Il y avait une unité, il y avait une spontanéité. Parizeau est arrivé sans texte, même s'il avait dans sa poche, semble-t-il, un texte de Jean-François Lisée. Il est arrivé ad lib, spontané, sur la scène. On sentait la douleur, on sentait la colère, la tristesse, mais il y avait une telle puissance dans ses mots, une telle puissance dans sa voix, en disant par exemple aux jeunes, les jeunes, c'est pour vous le pays, tant que vous serez là, le pays est possible. Il a parlé aussi aux vétérans, aux anciens, restez dans le combat, restez avec nous. Il y avait une ferveur, il y avait une puissance, et c'était injuste de garder que les bouts les bouts qui ont fait les manchettes pendant... Encore aujourd'hui. Depuis toujours. Depuis 1995, on ne retient que la fameuse phrase fâchante, semble-t-il. Mais non, c'est injuste parce que Parizeau, malgré tout, avait encore le cœur tatoué, le Québec tatoué sur le cœur, malgré la défaite. Une défaite crève-cœur
50 000 votes, c'est très peu. Alors, c'était impossible de couper. Donc, j'allais vous poser la question, que pensez-vous de cette fameuse déclaration de Parizeau? On en a parlé un peu en introduction. En fait, il me semblait abonder un peu dans le sens. Ce qu'il a dit n'était pas tout à fait faux, même peut-être très vrai. Bon, dans le documentaire, M. Goudzot en parle lui-même, en voulant dire, c'était vrai, là, c'est juste que c'est le seul à vouloir le dire ouvertement. Je me rappelle que Pierre Falardeau avait dit la même chose dans un article, un texte pour le voir, quelques années après, en voulant dire que c'était l'argent, et oui, les votes ethniques avaient bien sûr joué tellement en faveur du non qu'on ne pouvait ignorer la chose. Mais un de vos buts, un des objectifs, donc, de vos mots, vous avez déclaré là, que c'était de sortir Parizeau de cette prison, de ces mots là, qui étaient devenus une prison, l'argent et les votes ethniques. Est-ce que vous avez réussi? Je ne sais pas, je ne crois pas. Parce que j'ai relu récemment un article d'un journaliste, chroniqueur, historien, et puis il a fallu que je lui envoie un message en disant « Attention, c'est pas l'argent et les votes ethniques, mais c'est l'argent et des votes ethniques, D-E-S. » Alors même lui, qui est une grosse pointure médiatique, est incapable de revenir avec précision « mais argent et les votes ethniques ». C'est faux, c'est des votes ethniques, parce que quelques jours auparavant, je répète, il y avait quand même eu concertation entre les communautés grecques, italiennes et juives. C'était public. Pour voter non. Alors, il y avait déjà une intention de vote ethnique avant le 30 octobre. Évidemment, est-ce que c'était habile pour M. Parizeau de le dire ce soir-là? Ça, je ne sais pas. Mais je pense qu'il faut être clair que c'était vraiment ciblé sur l'argent du fédéral, les dépenses électorales vraiment qui dépassaient, qui étaient en porte-à-faux avec les lois québécoises, et des votes ethniques. Mais je ne crois pas que le film va réussir à casser la prison, briser la prison dans laquelle M. Parizeau est enfermé. Je ne crois pas. Bon, 30 ans plus tard, on parle encore du référendum, on en a parlé en introduction, comme si 95 avait absolument rien réglé. Le Parti québécois pourrait, mais ça reste encore hypothétique, former un gouvernement majoritaire. Paul Saint-Pierre Plamondon, son chef, nous parle d'un troisième référendum, le promet d'ailleurs. Et assez rapidement, là, je ne sais pas si on va... Admettons que le PQ ronde majoritaire en 2026, c'est pas certain qu'on attende jusqu'en 2030. Là, d'après les dires de M. Paul Saint-Pierre Plamondon, on pourrait en avoir un dès 2027 peut-être. Où en sommes-nous au Québec sur la question de l'indépendance, mais globalement aussi, j'allais dire l'ensemble sociopolitique du Québec? Quel est l'état du Québec? En ce moment, on semble avoir une certaine vision négative de nous-mêmes. Comment voyez-vous la chose aujourd'hui, 30 ans plus tard? Une vision négative de nous-mêmes parce qu'on est martelé constamment par des forces fédéralistes ou canadiennes-anglaises ou canadiennes qui nous écrasent constamment par les médias, par les chroniqueurs, par des lois fédérales, par des poursuites en cours contre nos lois provinciales votées à l'Assemblée nationale d'une façon démocratique. On est sous tutelle et donc tant qu'on le restera, on sera incapable de s'affranchir. Et on est pris dans un manteau trop petit. On nous accuse d'être xénophobe, d'être fermé aux autres, d'être replié sur nous-mêmes. Le même discours qu'avant. Alors que c'est faux. Le Québec est accueillant. Le Québec est vu sur la scène internationale comme un endroit généreux, facile, calme. Moi, je voyage à travers l'Europe, puis quand je me présente toujours comme Québécois d'abord. Ils vont dire « Ah, le Québec, ah, Montréal, ah, c'est magnifique, c'est beau, vous êtes gentil, vous êtes accueillant. » Mais ça, on ne le sait pas à l'intérieur du Canada parce qu'on est toujours écrasé. Alors, tant qu'on va rester dans ce manteau trop petit, tant qu'on va rester dans une culpabilité de vouloir s'affranchir, on ne pourra pas y arriver. Et il va falloir qu'on passe au troisième référendum. On n'a pas le choix, il faut y aller. Il faut y aller, sinon c'est le déclin lent de notre nation, de notre peuple dans ce Canada qui veut rien savoir de nous, qui nous embourbe d'immigration exponentielle. Le Canada veut accueillir 500 millions d'immigrants, 500 000 immigrants par année, le projet. Oui, annuellement, oui. C'est ça le projet. Ils veulent l'augmenter jusqu'à 1 million à un certain point, je crois, là. Oui, voilà, donc c'est quand même énorme pour nous, parce que nous, si le Canada anglais augmente ses seuils d'immigration, on n'aura pas le choix de le faire aussi pour
avoir cette balance, ce rapport de force avec le Canada anglais, parce que si notre poids démographique diminue, on va perdre des députés fédéraux, on va perdre de l'importance au sein même du Canada. Donc on est obligé de passer à l'action, mais un référendum, Philippe, ça se prépare. Ce sont les mots de Jacques Parizeau. Jacques Parizeau a passé plusieurs années à préparer son référendum. Et là, quand vous me dites que le chef du Parti québécois pourrait potentiellement le faire en 2027, Ben, il je le n'y crois promet. pas. Là. C'est impossible parce que le chef actuel, il est pris à chaque jour avec Instagram, Facebook, TikTok, à commenter un tel et commenter un autre et réagir à telle déclaration de ses adversaires. PSPP, il est pris dans un quotidien médiatisé, hyper médiatisé. Il n'a pas le temps de réfléchir à un référendum à long terme. Comment va-t-il préparer son référendum si à tous les jours il est aux prises avec des déclarations de ses adversaires, déclarations qui le gardent dans l'instant présent et qui l'empêchent de s'asseoir avec ses collaborateurs, avec des mentors, avec des gens qui ont vécu 80 et 95, de prendre une bonne respiration et de préparer le prochain référendum. Moi, je pense qu'il n'aura pas le temps de le faire, puis il ne pourra pas le faire parce qu'il est pris par cette espèce de tourbillon médiatique. Jean-Pierre Roy, réalisateur du documentaire Jacques Parizeau et son pays imaginé, un grand merci. Merci Philippe pour cet entretien vraiment intéressant. Un grand plaisir à tous ceux qui nous écoutent. Merci également à la technique Daniel Fortin. Ici Philippe Labrec et je vous invite à rester sur les ondes de Radio VM.